Bienvenue dans ce 11e numéro d'Actionneur. Contrairement à ce que j'annonçais dans le précédent épisode, nous ne parlerons pas de films de coups de pied, mais de buddy movies. La raison de ce changement, c'est que parfois certaines idées se cassent les dents sur le trottoir de la réalité. Je m'appelle David et comme d'habitude, je ne suis pas seul pour animer ce podcast. Je suis accompagné par Steven. Salut tout le monde. Manu. Oui, salut, excuse-moi. J'ai entendu Steven par-dessus, désolé, du coup, j'ai loupé mon moment. Ok, et Constance. Hello. Et Thibaut. Il est pas là. Et non, Thibaut est pas là. Il s'est envolé en Biélorussie pour une mission secrète. Très bien. Ça fait très super espion. Tout à fait. Donc, comme d'habitude, on a chacun sélectionné un film pour parler de buddy movies. Et la seule contrainte, c'était de ne pas parler de Shane Black, alors que c'est le maître du genre. Parce qu'on avait déjà fait un épisode, donc je vous renvoie simplement vers l'épisode numéro 1 d'Actionneur. Mais d'ailleurs, si je peux apporter une précision, sous forme de question, on va bien parler de buddy cop movies plus que buddy movies, non ? Ouais, enfin, en fin de compte, c'est à peu près le même terme, ce que je veux dire, le buddy cop movie, effectivement. Donc tiens, d'ailleurs, c'est quoi les codes du buddy movie, tiens, Steven ? Ah, les codes du buddy movie, c'est... Buddy cop movie. Ah, buddy cop movie. C'est souvent deux personnages de différents backgrounds qui sont forcés à travailler ensemble et qui s'entendent pas au début du film, mais qui se nouent d'amitié vers la fin. Ouais, c'est ça. Avec de l'action, évidemment. Sous fond de... Et de l'humour, Oui, souvent oui, aussi, oui. hein. Et puis sous fond d'enquête policière. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur sa définition ? Ah, c'est plutôt pas mal. Je C'est une rajouterais belle juste... définition. Mais ouais, dont- vas-y Manu. Je dirais juste dont les particularités vont se complémenter pour bien résoudre l'enquête au cours du film. Alors, le buddy movie, dans l'histoire du cinéma, on peut remonter ça à Laurel et Hardy, c'est-à-dire l'interaction entre deux individus qui sont pas forcément adaptés. Et c'est la friction qui va créer la fiction entre les deux personnages. Oh, c'est beau. Et alors, j'avais même pas écrit celle-ci. Je suis assez fier de moi. Je vais Comment on se la fait ? tout de suite me délivrer un Oscar. Je crois que t'as trouvé ton petit clip Twitter déjà direct, quoi. Et donc, en vérité, le film qui va cristalliser le genre, et c'est le premier film dont on va parler, c'est 48 heures, avec Nick Nolte et Eddie Murphy. ouais. Et c'est au tout début des années 80. Et après, ça a tellement influencé le genre que dans Die Hard 3, Samuel L. Jackson reprend carrément, mot pour mot, un des dialogues d'Eddie Murphy à Nick Nolte. Now get this. We ain't partners. We ain't brothers and we ain't friends. Il va y avoir... ça va, comme je dis, cristalliser vraiment le genre. Et en plus, c'est tellement séminal que ça va lancer la carrière d'Eddie Murphy. D'ailleurs, Walter Hill dit que le personnage d'Eddie Murphy... j'ai pas mis la bande-annonce. C'est pour ça que le montage est là. Ouais, c'est nul. Zéro prep, quoi. Nick Nolte is a cop. Eddie Murphy is a con. I can help you get Gans, but you gotta get me out of here first. You're crazy. He pulls some strings. See how you need me a little more than you thought, huh, Mr. K? He pulls some scams. So where do you want to do it, honey? Want to hop up on the counter? Nah, we can go in this room over here next to the bathroom. Give me a break, I'm will dead you? serious. Come on, we're on the move. Let's go. They've got two killers to track down. Toss me that piece, and he won't waste him. They've got a kidnapping going down. I want the money. I don't know what you're talking about. Want that Indian to snap her neck. They've got a fortune to hunt down. I want to know what's going on between you and Gans. $500,000. Ah, And it's all coming down in 48 hours. Bon, je reviens sur ce que je disais. Donc, Walter Hill disait que, d'ailleurs, le personnage d'Axel Foley dans Le flic de Beverly Hills était construit presque sur le même terreau que celui que le rôle qu'il joue dans 48 heures. Donc 48 heures, c'est un film où Eddie Murphy, c'est un prisonnier. Nick Nolte, c'est un flic, c'est une espèce de super flic solitaire. Et il y a des prisonniers qui s'échappent et un prisonnier est lié à Eddie Murphy. Et donc Nick Nolte va pendant 48 heures prendre Eddie Murphy avec lui pour pouvoir enquêter sur la disparition de ce gars
et sur les malversations qu'il va faire en ville. Alors c'est un film qui est un peu compliqué au jour d'aujourd'hui à revoir, en tout cas dans la VF. La VF est assez géniale, mais c'est parce que c'est les VF des années 80. C'était les meilleurs. Ouais. Malheureusement, c'est assez politiquement incorrect, c'est-à-dire que c'est vraiment daté dans le rapport aux femmes, hein, le test Bechdel, laisse tomber, il est enterré 1000 fois. Le rapport, il y a beaucoup de propos racistes. Ah, c'est moche ça. Et pourtant, ce film est quand même assez génial. Il y a vraiment des scènes cultes et tu comprends pourquoi il a créé le genre, parce que cette interaction entre Nick Nolte et Eddie Murphy est juste géniale. Alors, évidemment, il a influencé, donc, comme je disais, beaucoup de genres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eddie Murphy, initialement, était pas prévu pour le rôle. C'était que le 4e ou 5e nom sur la liste. Nick Nolte, qui a bénéficié aussi de ce film, parce que ça a vraiment relancé sa carrière, n'était pas non plus le premier nom qui était associé à ce film. Il y avait au préalable Clint Eastwood, c'était d'abord un film créé pour Clint Eastwood. Il y a eu Sylvester Stallone, il y a eu Dennis Quaid qui a été pensé pour le film. Ça aurait été bon avec Eastwood. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est Nick Nolte. Et quelque part, Nick Nolte, il fait complètement le boulot, quoi. Il est super charismatique et c'est surtout l'interaction. Parce que donc le film, la production qu'à la Paramount avait retoqué le premier scénar du film. Et c'est en 82 où ils se sont dit que non, ils allaient donc le sortir. Et donc, ils ont pressé Walter Hill pour mettre en chantier ce film. Et donc, le film a été écrit pendant le tournage même. Et Nick Nolte a dit aussi que les parties dialoguées entre lui et Eddie Murphy sont improvisées sur place. Donc, ce film a tout de l'accident heureux qui va enfanter quasiment tout le genre du buddy movies. Et on retrouve un nom aussi que je n'ai pas encore cité et qui est parmi le genre du buddy movies l'un des plus importants, c'est Joel Silver. C'est aussi le premier film de Joel Silver. Ah ouais. Joel Silver, pour ceux qui ne savent pas, c'est le producteur de L'Arme Fatale, le producteur de Die Hard. C'est lui qui va donner ses lettres de noblesse, en tout cas modeler l'actionneur des années 80 tel qu'on le connaît et tel qu'on l'aime. Et dans les autres références, j'en ai des tonnes, hein, mais le chef de la police vénère. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue ce rôle-là, alors je sais pas si c'est là que ça commence, mais en tout cas, c'est un trope. Et l'acteur qui joue donc le flic vénère et tout, on le retrouve dans Last Action Hero. C'est le même acteur. Ok. Non, mais c'est carrément séminal de tout le genre. Et malheureusement, je trouve que c'est quand même... il faut le regarder avec le regard des années 80, parce que moi, je l'ai revu il y a pas longtemps, donc pour préparer le podcast. Et c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, par rapport à toutes les questions sur le racisme, de rapport à l'autre, mais même aussi par rapport aux femmes. Et je trouve que la suite, qui a été tourné 8 ans plus tard, est beaucoup plus clean par rapport à ça. Ah, mais ça, à mon avis, de toute façon, si on passe la plupart des films des années 80 ou même des années 90 au spectre d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui se relèvent. Hein. Ouais, c'est clair. Même à l'époque des années 80, je fais un petit teaser sur le prochain épisode d'Itchy, mais Jackie Chan donc a tourné un film aux États-Unis et il était assez choqué par les propos orduriers, par la nudité et par la violence. Et c'est à cause du fait qu'il soit choqué par ce spectacle-là, en tout cas par la construction de ces actionneurs-là, qu'il a créé Polystory, qui est juste un chef-d'œuvre d'actionneur. Donc, tu vois, ça choquait aussi à l'époque. Il y avait d'autres problèmes quand même, pour rebondir sur Jackie Chan, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en parlera plus tard dans Itchy. Mais ouais, non. Donc tu penses que ça a mal vécu alors 48 heures. Non, c'est toujours un excellent film. Les acteurs sont géniaux, Eddie Murphy est génial, Nick Nolte aussi. Le truc, c'est que l'interaction entre les personnages est cool, mais le fait d'entendre nègre tout le temps, dans la version française, t'as même Bamboula, de voir que les filles, les femmes sont juste une paire de seins nus les 3/4 du temps, ou sont relégués à de la tapisserie. Bah, le truc, c'est que ça a mal vieilli dans le sens où c'est pas le film le plus progressiste qui soit. Ouais. Donc après, on peut pas le rejeter dans le sens où pour le buddy movies, il est le film qui va créer le genre.
C'est-à-dire qu'on peut remonter à Laurel et Hardy, mais Laurel et Hardy, limite, c'est l'interaction entre les deux personnages, mais là, on est vraiment dans le buddy cop movie, même si l'un des deux personnages n'est pas un cop. Ouais. Mais il participe à l'enquête policière, donc ça tombe dans le genre buddy cop movie. C'est en ça que ça a inspiré. Exactement. Et d'ailleurs, Walter Hill disait qu'il était très amusé qu'on l'appelle buddy movie, quand lui, il a écrit deux personnages qui se détestent. Et c'est vrai que tu le sens, cette tension. C'est-à-dire que dans L'Arme Fatale, les personnages sont plus dissemblables, mais il y a quand même une espèce de lien d'amitié, en tout cas un semblant de quelque chose qui peut se nouer assez vite. Alors que là, il y a quand même une interaction qui est tout de suite dans l'opposition, dans la friction. Et ce qui est, je trouve, assez réussi, c'est que tu finis par vraiment croire au lien qui se noue entre les deux. Parce qu'il y a quand même une scène où ils se tapent dessus réellement. Il y a vraiment des choses où tu crois vraiment dans cette construction de l'amitié. Et je la trouve assez subtilement écrite. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ce film, moi. J'en ai quasiment pas de souvenir, quoi. Je l'ai vu, la dernière fois, je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans, quoi. Moi, je l'ai pas revu en entier. J'ai maté des petites scénettes sur YouTube pour me rafraîchir la mémoire. Mais du coup, j'ai loupé pas mal des problèmes sociaux dont tu parlais. Mais ouais, non, il y a des scènes quand même assez hallucinantes. Ouais. Puis c'est le premier film de Eddie Murphy à sa sortie de SNL. Enfin, d'ailleurs, il bosse toujours à SNL quand il shoot et quand il sort le film. C'est un phénomène. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment des scènes. La scène où il est dans le bar, des sudistes, des cow-boys, où il joue le flic et il casse tout. Eddie Murphy, c'est génial. C'est-à-dire qu'il joue aussi sur le côté raciste de l'époque, sur le côté. C'est pour ça qu'on peut pas traiter le film de raciste, parce que il a bien conscience de l'époque dans laquelle il est et il joue avec vraiment. Et c'est et cette scène, elle est géniale, elle est dantesque. Ouais, je suis fan. Enfin, d'Eddie Murphy en tout cas. Faut que je le revoie. Faut que je revoie ce film. J'ai vraiment envie de le revoir. Et toi, tu l'as déjà vu au fait, Constance, le film ? Eh bien, non. On va peut-être en parler un peu après, mais en fait, le buddy movies, là, en réfléchissant pour l'épisode, je me suis rendu compte que c'était un genre sur lequel, en fait, j'avais pas vu vraiment tous ces grands classiques, parce que, voilà, genre, étant gosse, c'est pas du tout le genre de film que j'ai regardé avec mes parents. Et après, en fait, c'est jamais un genre qui m'a vraiment beaucoup attirée. Donc, tu vois, merci pour cette présentation, parce que 48 heures, je ne l'ai pas vu. On y reviendra tout à l'heure, je pense, mais c'est aussi stéréotypé comme un genre de mec, quoi. Simplement parce que il y a quasiment que des buddy movies de mecs. Tout à fait, effectivement. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, plus en détail dans le podcast. Mais il y a ça aussi. Enfin, voilà, c'est un genre 100% masculin. Voilà, on est entre soi, on se donne des coups dans les côtes en allant arrêter les méchants. Ouais. En tout cas, à l'époque, ça m'a pas plus attiré que ça, quoi. Mais même si, encore une fois, on en reparlera plus tard, plus en détail, mais même si assez tôt, ils ont essayé de répliquer le genre avec des personnages principaux féminins, avec plus ou moins de succès, mais du côté des États-Unis, du côté de Hong Kong, il y a eu des essais. Hein. C'est pas... ils sont pas inexistants en tout cas. Vraiment, vous voulez qu'on passe tout de suite à ça ? Non, on en reparlera tout à l'heure, je crois. On le garde pour la suite, on va pas te chambouler tout ton planning. Mais je suis intrigué, Steven, parce que l'autre jour... Non, parce que je passe des jours à faire des conducteurs. Des jours. Je vous l'envoie. C'est clair qu'on l'a. Et là, vous êtes en train de teaser pour la suite. Désolé. Donc, 48 heures. Bon, allez, je suis vexé. Je passe directement à Hot Fuzz et cette fois-ci, je vais pas oublier le générique. Ah non, j'ai pas appuyé sur le bouton. Sergeant Nicholas Angel, expert in hand-to-hand combat, armed response, and high-speed pursuit. He was so good, they reassigned him. Ok. Steven, c'est ton film. Ah ouais. Pourquoi t'as choisi Hot Fuzz ? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est l'enfant du milieu de la trilogie Cornetto de Edgar Wright, Nick Frost et Simon Pegg. Et c'est le meilleur des trois. Qui ont ouvert le bal avec Shaun of the Dead. Gros chef-d'œuvre
quelle année 2004, je crois. Et donc, 3 ans plus tard, il nous offre Hot Fuzz. Alors, que dire de Hot Fuzz? L'histoire se passe à Sanford, dans le comté de Gloucestershire, où il se passe absolument rien. C'est un village qui gagne plusieurs années de suite, plus beau village de l'année, et où le plus gros du travail de la police, c'est de faire la sécurité pour la fête de l'église. Et donc, il y a au début du film, c'est le personnage effectivement de Simon Pegg qui se nomme Nicholas Angel, super flic dans le sens où il respecte tout à la lettre. Donc c'est l'anti-héros du body cop movie qui en général sont des gens qui n'en ont rien à faire du code de la route, qui n'en ont rien à faire des dégâts, qui est tellement fort qu'il a un taux d'arrestation de 400%, ce qui saoule un petit peu tous ses collègues parce que ça les fait passer un petit peu pour des ringards. Et donc il est tellement performant que c'est super. L'envoie dans ce village paumé au fin fond de l'Angleterre, je sais pas où. Et dès qu'il arrive, il dénote. Très fortement la première nuit qui passe là-bas. Il arrête une dizaine de personnes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. L'intérêt de ce film, ce que je trouve très fort dans ce que Edgar Wright a fait, c'est créer un anti-body cop movie, dans le sens où ça se passe dans un tout petit village, alors qu'en règle générale, c'est pas tout le temps écrit dans la pierre, mais en règle générale, les scènes d'action se passent dans les grandes villes, à New York ou à Los Angeles et choses comme ça. Là, ça se passe dans un tout petit village. Et le héros, il a de body movie qu'il se lie d'amitié avec ce premier personnage qu'il a arrêté au début du film pour drunk driving. Donc ça, c'est le personnage de Nick Frost. Et c'est un gros fan de films d'action, c'est un gros fan de body cop movies. Et tout le long du film, en fait, il va énoncer tous les, comment ça s'appelle ? Tous les codes. Tous les codes, exactement, tous les codes du film d'action. Il y a cette scène où ils sont dans la voiture et il lui pose les questions typiques du film d'action. Est-ce que tu as déjà shooté en l'air en faisant la scène formidable. À la Point Break. De Point Break, est-ce que t'as déjà sauté en l'air et shooté autant gun en même temps? Et toutes ces questions qu'il lui pose vont prendre place plus tard dans le film. C'est des petites introductions au code du film d'action qui jusque-là n'arrivent pas forcément. Bah déjà, c'est un film d'action à l'anglaise, quoi. C'est un film d'action à l'anglaise. Ça donne quelque chose d'exceptionnel. Bah, les films d'action à l'anglaise, c'est James Bond. Hein, ouais, donc, non, mais... c'est pas si surprenant que ça. Après, ce qui est génial, c'est qu'il reprend tous les codes. Il les reprend littéralement tous les codes. Il a lu donc le livre d'un grand critique américain qui faisait le listing des codes, et ils les ont tous repris. Et ce qui est génial, c'est qu'on pourrait se dire c'est une espèce de parodie, comme il y en a tant, mais ça tient dans le scénario parce que l'histoire est excellemment bien écrite. Simon Pegg et Nick Frost sont géniaux. Et le film, tu sais que c'est une parodie, mais il est totalement suffisamment prenant. Et en plus, il y a le méchant, c'est Timothy Dalton, qui est un ancien James Bond. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs de second rôle qui sont aussi des anciens acteurs d'actionneurs ou qui ont été aperçus dans des actionneurs britanniques notamment. Mais ouais, c'est génial. Et puis il y a plein de petits caméos, il y a plein de petits Easter eggs dans le film que je trouve hallucinant. Tu vois Cate Blanchett, tu vois Peter Jackson. Ce serait dur de choisir mon film favori de la trilogie Cornetto, mais moi c'est Hot Fuzz clairement. Ah ouais. Ouais. C'est celui que j'ai le plus vu. C'est évident. Ça se joue entre lui et Shaun of the Dead, mais celui-ci a une place beaucoup plus particulière dans mon cœur. Ouais, Simon Pegg a l'air de préférer son rôle dans le dernier film, dans The World's End. Mais ouais, pour moi, ce serait sûrement Shaun of the Dead. Mais Hot Fuzz, énorme body cop movie. Je ne sais quoi dire d'autre parce que j'ai balancé toutes mes fiches. Je les retrouve pas. Mais ce film, vous avez pris chacun 3 films récents. Mm-hmm. Dans ces 3 films, ce qui est intéressant, c'est que donc moi j'ai commencé par la pierre angulaire, celui qui va faire le genre. Et nous, on a pris que des détournements.
Exactement. Et c'est là où j'allais en venir. Est-ce que le buddy movie est pas condamné à être maintenant qu'un genre parodique? Parce qu'en fait, au final, il y a que Shane Black qui y croit vraiment. Edgar Wright, il considère pas Hot Fuzz comme une parodie. Il aime pas d'ailleurs le terme de parodie quand on parle de ces films, que ce soit Shaun of the Dead ou que ce soit Hot Fuzz. Pour lui, il adore Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost quand ils bossent ensemble sur ces scénarios. Ils essayent pas d'en faire des blagues pour se moquer. Ils essayent réellement de rendre hommage au code quand ils annoncent les codes à l'intérieur du film. C'est pas pour manquer de respect au genre, c'est justement... Pour moi, la parodie, c'est pas un manque de respect forcément. Pour moi, la parodie, ça reste de l'hommage aussi, tu vois. Il y a une petite idée négative que je trouve dans le terme de parodie. Je sais pas, peut-être que j'ai tort. Ouais, peut-être, ouais. Il y a peut-être une connotation, mais... Ouais. Dans l'idée, j'ai du mal à dire que c'est pas une parodie de film d'action, de film de buddy movie quand même. Ça en a tous les codes en tout cas. Ok. Mais disons qu'ils griment moins les codes que peuvent le faire après 21 Jump Street, qui là est vraiment ce sera le prochain film dont on va parler, ou même donc Les Flingueuses que Constance va aborder après, quoi. C'est vraiment celui-ci il reste encore assez clean, quoi. Ouais, Les Flingueuses, pour moi, ça se rapproche plus de Hot Fuzz, justement. Dans le sens où, ok, ça reprend énormément de codes du buddy movie, mais on n'est pas forcément dans la parodie. Alors que, par exemple, un 21 Jump Street, tu vois, là, pour moi, ça va vraiment être de la parodie, parce qu'on est très, très vite dans l'absurde. Ouais. Enfin, après, c'est on va en du reparler. pinaillage. Hein. Mais pour répondre à ta question initiale, moi, ce que je me dis, c'est, on en parlait tout à l'heure, les buddy movies à l'ancienne, et on a soulevé le problème, quand tu les prends trop au sérieux, ils deviennent vite problématiques dans leur forme et dans la façon, dans les sujets qu'ils traitent. Et du coup, c'est presque inévitable de devoir les traiter de façon un peu plus légère pour faire passer certains trucs qui passeraient pas tout simplement dans un, au moins de les détourner un minimum. Ou au final, est-ce que les détourner à la Hot Fuzz ou 21 Jump Street, c'est pas réinventer le genre un peu, tu vois. Ou The Other Guys. Moi, on reparlera de The Other Guys. Ouais, mais regarde Shane Black, regarde Kiss Kiss Bang Bang. Parce qu'après, tu pourrais dire The Nice Guy, il le place dans une époque datée, et limite, tu te dis, ça fait passer le côté sérieux du buddy movie. Mais Kiss Kiss Bang Bang, qui est dans une époque récente... Mais Kiss Kiss Bang Bang ou The Nice Guys, pour moi, ont cette petite touche d'humour, cette touche Shane Black, qui détourne un petit peu le film d'action en lui-même, tu vois. Mais l'humour, c'est un code du genre aussi. Hein. Quand tu prends 48 heures, c'est pas un film sérieux. Ils ont pris Eddie Murphy, gros comédien de l'époque, sorti de Saturday Night Live. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu fais un body cop movie, il doit y avoir de la rigolade. Ouais, mais d'ailleurs, tiens, je vais revenir sur une anecdote que j'ai pas dit. C'est que Eddie Murphy a failli se faire virer du film parce qu'il était pas assez drôle dans son personnage. Ah, sérieux? Ouais. Il a avoué que ils ont été obligés de rajouter des blagues et tout ça parce que donc ils voulaient un film drôle. Donc ils avaient pris Eddie Murphy pour ça, et qu'il avait failli se faire virer parce qu'il était pas assez comique. Et quand tu te souviens un peu du film, c'est pas un comique. On s'esclave pas. On n'est pas en train de comme dans 21 Jump Street où il y a l'absurde, où tout est grandiloquent. Il y a quand même une espèce de sérieux dans les personnages, dans les interactions. Alors, ce qui est drôle, c'est le fait que ces deux personnages ne sont pas voués à se rencontrer dans le récit. Enfin, dans le récit, si, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnages tellement dissemblables que c'est par leur dissemblance que s'installe l'humour. C'est le fait que tu les vois se titiller l'un l'autre, se détester en permanence. C'est pareil quelque part dans L'Arme Fatale. C'est parce que l'un est un personnage rangé et que l'autre est une espèce de pile incandescente, un baril de TNT, que la sauce prend. C'est que quelque part, ils sont dans cette interaction-là qui fait l'humour, qui fait le décalage. Parce que, d'ailleurs, le premier L'Arme Fatale est beaucoup moins drôle que les suivants, avec l'ajout de Joe Pesci et tout ça, qui va rajouter l'humour.
Et en même temps, la relation des deux personnages principaux n'est pas la même dans les films suivants que dans le premier, quoi. Dans celui des coups. Exactement. D'où le fait qu'il fallait quelque chose d'autre dans la suite. Ouais. Mais est-ce que justement l'humour qu'on trouve aujourd'hui dans les buddy movies, c'est pas aussi une manière d'éviter d'aborder certains sujets qui fâchent? Je sais pas, par exemple, je pense aux violences policières dont on parle de plus en plus, que ce soit aux États-Unis ou en sur France. notre cher continent européen Ouais. et en particulier en France, et que du coup le côté c'est de la rigolade, on fait des blagues, etc. Ça permet de mettre un petit peu sous le tapis certains sujets en fait qui sont pourtant inhérents au milieu dans lequel se passent ces films. Ouais, mais tu vois, ces films ne s'accrochent pas beaucoup à la réalité. C'est-à-dire qu'on est plus dans le cartoon, quelque part. C'est pas The Shield, par exemple, en série, ou des choses beaucoup plus sèches, qui pourraient retranscrire une part de réalité. Limite, le fait que ce soit un récit policier sert surtout de prétexte pour réunir ces deux personnages, pour inviter aussi le téléspectateur à suivre ces intrigues-là, parce que, quelque part, elles sont aussi convenues que le buddy movies est convenu au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu sais à quoi t'attendre dans ce genre de récit. Tu sais qu'il y a un méchant ou un crime et que ça pousse. C'est le moteur du récit. C'est le moteur qui va nourrir la confrontation entre deux personnages qui sont obligés de s'allier et l'intrigue. Parce que c'est peut-être une question que j'avais voulu poser ou que j'ai enlevée, mais moi, ce qui m'intéresse dans le buddy movies, c'est que un actionneur, c'est toujours le mouvement qui est intéressant, j'allais dire les explosions, quelque chose comme ça. Mais le buddy movies rajoute une part intéressante qui est l'interaction entre les personnages. Les personnages sont aussi importants que l'action en tant que telle. Mais il faut une légèreté pour faire un buddy cop movie, parce que si on prend juste l'idée de buddies, donc deux amis et flics, on va être obligé de parler de End of Watch avec Jake Gyllenhaal et Michael Peña, mais pourtant c'est pas un film léger du tout, donc je pense qu'il tombe pas dans le genre buddy cop movie, parce que c'est plus un drame qu'une comédie, et je pense que si le genre peut pas te traiter sérieusement, enfin peut-être qu'il y a un moyen intelligent et enfin non, je sais pas, tu peux pas être drôle avec les violences policières, donc je pense pas qu'ils puissent traiter de sujets sociétal sérieux du moment. Enfin, ce serait dur. Je sais pas, tu vois, parce que par exemple, j'ai en tête la série Brooklyn Nine-Nine, qui est donc la série de flics par excellence, c'est vrai, et qui est aussi une série comique, et qui pourtant aborde justement pas mal de sujets. Entre autres, il y a tout un épisode sur le racisme justement et les violences policières. Et qui te montre que tu peux quand même avoir quelque chose de comique qui aborde ces sujets-là de manière sensible. Et du coup, je pense que c'est peut-être une des pistes sur lesquelles on attend un petit peu les futurs buddy movies, c'est d'injecter peut-être un petit peu plus de réflexion. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir à l'écran. Et je pense que ça serait peut-être une manière pour le genre d'aller un petit peu plus loin et de se renouveler. Mais le genre est quelque part mort, hein. Faut pas se leurrer. Je pense que Brooklyn Nine-Nine, c'est l'enfant réussi du buddy movies, de ce genre de... Sauf qu'il y a le buddies, au lieu d'avoir un duo de personnages, t'as une pléthore de personnages, mais on est presque dans le buddy movies. Faut voir après que Brooklyn Nine-Nine a eu tendance, les 2 dernières saisons, c'est devenu un peu une parodie de la série, tu vois, dans le sens où on est beaucoup plus sur les personnages et leurs relations et des à côté des enquêtes. Il y a quasiment plus d'enquêtes dans Brooklyn Nine-Nine ces derniers temps. Mais pour en revenir au sujet du racisme dans la série, moi je le voyais surtout comme, c'était une interlude sérieuse au sein de la série. Je l'ai pas vu traité avec humour. Alors après, je m'en souviens peut-être mal, et peut-être qu'il y avait des touches d'humour autour du sujet, mais j'ai pas vu le sujet traité de façon humoristique, quoi. Je me souviens que le thème était assez sérieux. Et par contre, là où je pense qu'il y a des choses à faire, c'est pas forcément de traiter les choses aussi sérieuses de façon humoristique, mais peut-être de casser les codes de ce qu'on connaît du cinéma d'action de façon humoristique. C'est-à-dire, et ça se fait beaucoup. Il y a notamment ça
dans 21 Jump Street, les arrestations abusives, des choses comme ça, ou le fait de simplement pas lire ses droits. Le film 21 Jump Street commence avec ils arrêtent un mec et ils lui lisent pas ses droits et du coup au final ils l'ont relâché et eux ils se font engueuler, tu vois, parce que c'est pas normal en fait. Et on a de plus en plus de ce genre d'humour qui vient nous montrer que l'action, l'ultra-violence, toutes ces choses qu'on a assimilées de films d'action irréalistes, au final, sont complètement aberrantes. On a The Other Guys aussi, avec la partie The Rock, Samuel Jackson, où au final, il défonce toute la ville à chaque fois. Pour récupérer un porte-monnaie, ils vont faire $2 millions de dégâts, quoi. Ce genre de choses. Alors que... Ouais. The Other Guys repose aussi sur des sujets sérieux, ouais, clairement. comme donc, c'est hyper sérieux. Subprime, Ouais. ou The Nice Guys, sur le côté écologique, la voiture, les industriels. Donc c'est pas non plus totalement, j'allais dire, niais. Ça peut vraiment s'asseoir, sans forcément en faire un étendard de quelque chose de sérieux. Ça peut quand même s'asseoir sur des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder. C'est-à-dire que eux peuvent très bien y mettre un voile un peu comique, en tout cas un peu drôle sur quelque chose comme le fait Brooklyn Nine-Nine. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, The Other Guys, c'était McKay qui l'a réalisé, qui depuis a fait The Big Short Adam McKay. Et Vice, et du coup on voit sa thématique, quoi. Et je me souviens que le générique de fin de The Other Guys, il fait mal quand même quand tu le regardes, où il te donne toutes les fraudes les fraudes récentes, et du coup les renflouages de banque, les choses comme ça, et l'impunité de ceux qui commettent ce genre de crimes. Le sujet était plutôt sérieux dans le générique de fin. Ouais. Allez, on va passer tout de suite à 21 Jump Street, parce que depuis tout à l'heure on en parle on flirte avec et on n'en parle pas. Je balance le générique. T'es prêt pour une vie de gros dur? Je le suis grave. Putain, j'imaginais un boulot avec plus de poursuites en bagnole et de trucs qui pètent dans tous les coins. Ça gaz, patron? On tient notre premier flag. Vous avez oublié de lui lire ses droits Miranda. Vous savez ce que c'est, au moins, les droits Miranda? Oui, vous avez le droit de manger un avocat. Ai-je entendu, vous avez le droit de manger un avocat? Bah, c'est vrai que tout le monde a le droit de manger de l'avocat. Nous faisons un remake d'un programme policier des années 80. Vous êtes mutés, bande d'abrutis. Et on doit se présenter où? Dans une église, au 21 Jump Street. Et voilà. Tu vois la bande-annonce reprend justement ce que je disais de cette idée de... Ils s'attendaient pas à ça parce que c'est des personnages qui ont été élevés avec des films d'action, une vision de la police qui est pas du tout celle de la réalité, quoi. Du coup, 21 Jump Street, c'est un film de Phil Lord et Chris Miller qui est sorti en 2012, produit par Sony, qui à la base voulait Rob Zombie, je crois, pour le réaliser. Donc ça aurait donné un film R-rated complètement différent. C'était écrit, co-scénarisé par Jonah Hill. Il a repris un scénario qui était préexistant en fait. Et alors il l'a coécrit avec, j'ai perdu son nom, Michael Bacall, qui est un scénariste qui avait bossé notamment, il est acteur aussi d'ailleurs. Je me souviens de lui dans Buffy, j'ai sa tête gravée dans ma tête, mais qui avait coécrit Scott Pilgrim notamment, donc avec Edgar Wright. Et du coup, de quoi ça parle? Ils en parlent déjà dans la bande-annonce. C'est un reboot d'un programme des années 80 qui était 21 Jump Street, qui était une série plutôt sérieuse, mais qui avait un sujet un peu what the fuck, c'est-à-dire des flics passés la vingtaine qui s'infiltraient dans des lycées pour des enquêtes. Donc déjà c'est un peu chelou, mais c'est vachement plus prononcé dans 21 Jump Street, le film, que dans la série. Donc c'est avec Jonah Hill et Channing Tatum. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, parce que déjà j'adore Jonah Hill et j'adore Channing Tatum, et en plus je préfère largement le Channing Tatum humour que le Channing Tatum version G.I. Joe ou c'est White House Down par exemple. Je sais plus lequel il a fait. Ouais. Il y avait... Oui, je crois que c'est celui-là. Voilà, le Channing Tatum version action, parce que c'est je pense que c'est un grand comique qui a eu le malheur d'être beau gosse, et du coup qui a été miscast dans des rôles d'action, et qui est beaucoup plus à l'aise dans des rôles humoristiques. Et du coup, c'est un film déjà qui détourne en permanence tous les codes du film d'action et de ce à quoi on peut être habitué.
déjà, c'est des personnages qui ont vécu leur transition de buddy movie classique dès le début du film. C'est-à-dire que c'est des mecs qui pouvaient pas se voir au lycée, qui au final sont entrés en même temps dans la police. Et ce trope du film d'action de ils vont devoir travailler ensemble pour faire quelque chose, et ben ils le font dès l'école de police en fait. Ils s'aident l'un l'autre et au final ils sont potes dès le début du film quoi. Et le film va être là pour essayer de casser cette amitié à travers leur enquête et de la reconstruire à travers leur enquête aussi quoi. Donc c'est déjà plus une histoire d'amitié et de comment reconstruire leur amitié que une histoire de comment qu'une histoire d'action et comment les faire travailler ensemble parce qu'on sait qu'ils peuvent le faire déjà parce qu'ils sont déjà potes depuis l'école quoi. Enfin l'école de police. Ensuite c'est un film qui casse d'autres codes, c'est-à-dire que t'as les codes du mec cool du lycée. Au final ils reviennent au lycée pour une enquête de trafic de drogue. Ils reviennent 10 ans après avoir quitté le lycée. Et il se retrouve à le personnage de Channing Tatum, qui était le personnage cool de l'époque, de l'école à l'époque, arrive et est complètement perdu parce qu'au final, le cool de 2012, c'est l'inverse du cool de quand il était à l'école. Et il arrive avec son sac sur une épaule, il se fait insulter parce que c'est pas normal, ça va lui niquer le dos, tu vois. Les mecs cool de l'école, c'est ceux qui sont pour l'écologie, qui respectent les droits des femmes. Enfin, c'est une version 2012 année 2010 de ce qui est bien, appliqué en contre-coup du cool des années 90. Et ça donne une dynamique plutôt intéressante parce que du coup les deux personnages perdent complètement leur repère et se retrouvent à revivre leur lycée d'une façon totalement différente. Et là où ça part en what the fuck total, c'est que déjà c'est quand même des mecs qui ont 30 ans et qui sont au lycée. Et ça se voit, enfin, je veux dire, au moins Channing Tatum, je crois qu'il a 32 ans au moment de la sortie du film, un truc comme ça, et Johnny, il doit avoir 29 ans. Et du coup, le film en joue, quoi. Quand ils sont au lycée, c'est pas normal, quoi. Et voilà, oui, là où ça devient what the fuck, c'est que ils se prennent beaucoup trop au jeu, en fait. Et le personnage de Jonah Hill dans le premier et le personnage de Channing Tatum dans le deuxième, où là, ça se passe à l'université, en viennent à au final sortir totalement de leur rôle de flic et devenir des étudiants beaucoup trop sérieux quoi. Ils ont envie de réussir leur lycée et de limite de s'offrir une vie parallèle où ils vont aller faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusque-là. Alors à côté il y a beaucoup plus d'humour que ça. Il y a quand même pas mal d'action. Il y a quelques poursuites, il y a quelques bites arrachées par coup de flingue, mal visées, des choses comme ça, quoi. Faut noter un casting exceptionnel. Du coup, on a Channing Tatum, Jonah Hill, on a Brie Larson, qui est du coup la fille du film, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, faut le dire clairement. Il y a la prof un peu horny, qui est complètement caricaturale. Il doit y avoir peut-être des flics infiltrés qu'on voit juste au début ou à la fin, je sais plus, qui eux réussissent leur mission là où eux ils font de la merde, tu vois. Et dedans il y a des femmes qu'on risque de revoir d'ailleurs parce qu'il me semble qu'il y a un spin-off féminin qui est censé être en développement. Alors j'en ai pas entendu parler depuis un moment, mais je sais que c'était prévu. Alors je me demande avec qui. Il me semble que dans les agents féminins qu'on voit dans le film, je sais plus si dans le premier ou dans le deuxième, il doit y avoir Dakota Johnson normalement. Alors ça serait l'occasion de la sortir des rôles qu'on connaît. Il y a Ice Cube qui a un rôle exceptionnel, particulièrement dans le deuxième. Bien sûr, le patron vénère. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Nick Offerman aussi qui doit être le capitaine ou au-dessus du coup, qui est celui parce que ça joue aussi sur l'humour méta à la Lord Miller, on l'entend dans la bande-annonce, où il sort, les mecs du dessus, ils ont plus d'idées, alors ils rebootent des programmes des années 80, tu vois. C'est le méta-commentaire sur le film, que tu retrouves aussi dans le 2, où pendant toute l'enquête, on te dit non, ça peut pas être comme le premier, quoi. Et au final, c'est comme le premier. Et c'est juste la même chose, mais dans un endroit différent, quoi. Et voilà, c'est un film que j'ai dû voir 4-5 fois facilement parce que je me marre toujours autant. Alors il y a de l'humour un peu pipi caca régulièrement, mais c'est vraiment un film d'amitié. Les deux acteurs, je les adore. Il y a Dave Franco ils marchent bien ensemble en plus. Ouais, il y a une bonne alchimie entre les deux. Ouais.
Et d'ailleurs, quand dans le 2, à la fin du 2, quand t'as le générique de fin, où on te fait... le générique, c'est plein de petites bandes annonces de toutes les suites qu'il y a. Et ça va je sais plus jusqu'au combien ça va, mais ça va facile jusqu'au 35, quoi. Parce que le film s'appelle 21 Jump Street parce que l'église est au 21 Jump Street, et dans le 2, l'église bouge au 22 Jump Street pour justifier le changement de titre, parce que il doit y avoir des Chinois qui ont racheté l'église du premier, un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est un bon délire qui casse bien les codes tout en jouant avec correctement, je trouve. Il y a pas mal d'actions. Il y a des hommages à la série originale. Je sais pas si j'ai le droit de spoiler, mais c'était clairement... c'était annoncé comme canonique avec le reste de l'univers, et on retrouve certains personnages. Et voilà, personnellement, mes deux grandes déceptions de ces dernières années, c'est de ne pas avoir eu un 23 Jump Street, et surtout de ne pas avoir eu le crossover Jump Street Men in Black qui avait été teasé pendant un moment par les fuites de mails de Sony. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a genre 4 ans, il y avait un potentiel crossover entre Jump Street et Men in Black, et sachant que maintenant Men in Black c'est Tessa Thompson et Chris Hemsworth, j'aurais été chaud à mort, quoi. Ça aurait été épique. Ouais, alors... Mais ça a été annulé réellement. Ouais, hein. c'était annulé. Ouais. Ils ont annoncé qu'ils l'avaient annulé. Ouais, mais je garde espoir. Je reste fort. Mais j'ai du mal à imaginer les deux univers se rencontrer. Ah bah c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais bon. Pourquoi pas, quoi. En même temps, Men in Black, ça colle pas avec grand-chose. La trilogie qu'on a, mais j'ai l'impression que le reboot qui sort cette année d'ailleurs, c'est ça ? Oui, il sort en 2019, il me semble. Parce que ça faisait partie de ton quiz sorti 2019. J'ai l'impression que c'est un peu plus dans la veine Jump Street, justement, au niveau de l'humour, quoi. La bande-annonce me fait peur quand même pour l'instant. Et ça sera un buddy movie avec un homme et une femme. Tout à fait. Un des rares. Un des rares, ouais. Il y en a un peu plus que ça, mais c'est vrai que c'est pas non plus, ça court pas les rues. Mais on va pas commencer à avancer trop loin dans le conducteur, parce que c'est le moment du quiz. Ah, allez, virgule. Ok. Alors le quiz, il est simple. C'est des morceaux de films ou des morceaux de bande-annonce qui sont obscurs. Ok. Je vous le balance. C'est des films connus quand même. Ouais, c'est des films connus. Ouais, je vais pas non plus. Donc c'est quoi ? C'est des extraits qui sont. Et vous allez me poser des questions et je vais vous dire oui ou non si ça marche. Le premier qui balance une réponse et si c'est faux, bah c'est faux, il est éliminé. Ah d'accord. S'il y en a deux qui balancent des mauvaises réponses, bah c'est le troisième qui a gagné par défaut. Ah sympa. Ok. C'est comme le Burger Quiz, quoi. Attends, faut répondre quoi ? Vrai ou faux ? Non, on a le droit de poser des questions. Vrai ou faux. Toi, tu vas me poser des questions. Ah, et à partir du moment où on donne une réponse, c'est définitif pour nous. Ok. Donc éliminatoire. C'est bon, Constance aussi ? Ouais, c'est bon. Ok, allez, premier extrait. Voici le cauchemar des criminels, un flic qui aime le danger. Ok. Wow. Un flic qui aime le danger. Oh, sa mère. Allez, première question. Mais ils aiment tous le danger. On est d'accord qu'on est clairement que sur des buddy movies. Ouais, bien sûr, évidemment. Ok. Est-ce que Shane Black est impliqué dans le tournage de ce film ? Yes. Est-ce que c'est l'arme fatale ? Oui. Oh, c'est pas vrai. Point, c'est jamais arrivé. Bien joué. Ok, allez, deuxième. You afraid of violence? We get down if the play calls for it, bud. We're here for business. That's right. We can close each other's eyes right now real fast. Then ain't nobody gonna make no money. Est-ce que c'est The Other Guys ? Non. T'es éliminé du coup. Ouais. Eh ouais. Mais de quoi ? Du jeu ou de cette question ? Non. Ah ouais, de la vie. Merde. Faut que j'attende quelqu'un à la porte, c'est ça ? S'occuper de moi. Est-ce que dans les questions, on a le droit est-ce qu'on a le droit de demander un repassage, que tu repasses la bande ? Attends, mais déjà, Constance m'a posé une question. Ouais. Tu m'as dit, Constance ? C'est les années 90 ? Non, c'est pas un film des années 90. C'est les années 2000 ? Ouais, Entre 2000 et 2010, quoi, ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, même peut-être 2010, quelque chose. Ok. Tu peux nous le repasser du coup ? Ouais, ok. You afraid of violence? We get down if the play calls for it, bud. We're here for business. That's right. We can close each other's eyes right now real fast. Then ain't nobody gonna make no money.
Ça me laisse perplexe. De même. Et je veux pas de blanc. Hein. Non, moi, le problème, c'est que j'ai reconnu aucun des acteurs dedans, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas si on les entend, à vrai dire. Les Ah ouais, acteurs. c'est pas forcément Non, les acteurs parle. principaux dans ceux qui parlent. Je crois pas. Peut-être que si. C'est un buddy movie à deux C'est un- persos. C'est un Ok. On n'est pas tout à fait dans le buddy movie, dans le sens, c'est pas un truc comique. Bon, je vous aide un peu. D'accord. Ah, c'est pas un truc comique. Ouais, ça avait l'air un peu dark dans la bande-annonce. Ouais. Ouais, c'est dark. Ouais, mais je croyais que c'était du second degré, moi. Ah, ça aurait pu. Mais toi, t'es éliminé, donc tu peux pas te parler. C'est vrai, pardon. Est-ce que dans la question, on a le droit de demander un second indice? Ouais, vas-y, balance. Demande-moi un second indice, d'accord. Est-ce que je peux? Alors attends, parce que j'essaie d'en trouver un. Allez, c'est un hommage à Thibaut. C'est un hommage à Thibaut, très bien. Est-ce que c'est un Michael C'est Mann? un de ses films préférés. Yes. Est-ce que c'est Collatéral? Non. Ah, dommage. Bon bah, Plus qu'à trouver un Michael Mann. C'est le Michael Mann avec. Non, mais de toute façon, t'avais gagné, hein, ce que avec Chris Hemsworth. Manu a dit, mais vas-y, dis-moi quand même. Écrase tout le monde, Constance. C'est celui qui est sorti avec Chris Hemsworth là. J'ai plus le titre en tête. Non, c'est pas avec Hemsworth. C'était Miami Vice. Ah, mais Miami oui. Vice. Oh. Ah, wesh. Ok. Ok. Donc un point Steven, un Ah, point je pense Constance. qu'ils dernier. sont dans le. Ils font partie des voix de la bande-annonce, par contre, là, ce que je pense. Ouais. Il me semble que c'est. Il devait y avoir Colin Farrell et Jamie Foxx. Le We Go Down, Ouais, je pense que c'est Jamie Foxx c'est qui Colin parle. Farrell dans l'histoire. Moi, j'avais entendu Will Ferrell dans la bande-annonce. Rien à voir. C'est pour ça que j'ai pensé Ah, ça à marche The moins bien. Guys. Non, bah non, vachement moins. Ok, allez, dernier. Justice will be done. You forgot your boarding pass. And boys will be boys. And boys will be boys. Allez. Est-ce que il y a Will Smith dans ce film? Yes. Est-ce que c'est un Bad Boys? Yes. Est-ce que c'est le premier? C'est ça, c'est le premier. Celui-ci était ça. Il y a une égalité parfaite, par contre. Va falloir que tu nous en sortes un autre. Ah. Non, j'ai pas d'autre. Oh, il a pas prévu pour l'égalité. On est tous champions alors. C'est bien. Exactement. Eh ben c'est beau ça. Oh, c'est beau. C'est très 2019. La médaille de participation. Exactement. Allez, on va parler des flingueuses. Je balance la bande-annonce. Elle est l'agent le plus coincé du FBI. Vos collègues ne vous aiment pas. Écoutez-moi, je compte jusqu'à 3. 1, 2. Incroyable. Elle est le flic le plus déjanté de Boston. Tiens, regarde qui est là. Je crois que cette femme a de gros problèmes psychologiques. Non, vous coopérez. C'est leur meilleure enquêtrice. Putain d'enfoiré! Par le réalisateur de Mes meilleurs amis. Le FBI a la priorité. Non, pas là-dedans. C'est fini, Pas oui. là-dedans non plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de retrouver mes couilles. Vous auriez pas vu les couilles du capitaine par hasard? Vous me direz, elles sont grandes comme ça. Vraiment genre XXS. Des couilles de petites filles. Si les filles avaient des couilles. Et voilà. Allez, Constance, défends ton film maintenant après ça. Bah, pour moi, ça le vend déjà. Ah, c'est clair. Je n'avais pas entendu la VF. J'avoue que c'est assez savoureux. Donc, je vais parler des Flingueuses, The Heat en anglais et Un duo d'enfer en québécois. Donc, un film sorti en 2013, réalisé par Paul Feig. Donc, on l'a entendu dans la bande-annonce. C'est le réalisateur, entre autres, de Bridesmaids, donc un film sur des robes de demoiselles d'honneur. Donc, à peu près rien à voir, mais c'est lui qui, par derrière, a réalisé Spy et Ghostbusters. Donc, d'autres films plus centrés sur l'action. Au scénario, c'est une femme, c'est Katie Dippold, qui est notamment connue pour avoir écrit sur la série Parks and Recreation. Et puis, au casting, on a Sandra Bullock et Melissa McCarthy. Donc, cette dernière, notamment, qu'on retrouve pas mal dans tout ce qui est film, enfin, tout ce qui est comédie. Et elles sont plutôt assez fortes. Et pour le coup, le film joue vachement avec les codes du buddy movie classique, puisqu'on a cette opposition traditionnelle de l'agente du FBI qui est hyper forte, qui connaît toutes les procédures, qui est qui veut tout bien faire et tout suivre à la lettre. Et puis on a Melissa McCarthy qui incarne
la fliquette de quartier qui va tabasser des dealers et des clients de prostituées et qui n'a que faire de suivre les procédures. Et donc, elles vont devoir collaborer pour démanteler un gang de trafic de drogue. Et c'est un film qui est à la fois un classique du buddy movie parce que justement on en retrouve les codes, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, vu qu'on a 2 personnages principaux qui sont des femmes, pour le coup, ça reste une vraie exception dans l'histoire du buddy movie. Et puis, justement, le film aborde un petit peu parfois les difficultés qu'elles peuvent rencontrer parce que, par exemple, le personnage de Sandra Bullock, malgré le fait que ce soit celle qui ait résolu le plus d'enquêtes et qu'elle soit hyper compétente, ses collègues se moquent d'elle et elle a du mal à progresser dans la hiérarchie. Et puis, il y a plusieurs moments du film où tu as leurs collègues masculins qui se moquent d'elles et se moquent du fait qu'elles sont hystériques ou qu'elles laissent leurs émotions prendre le pas sur leur enquête. Et donc, le film est honnêtement... moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà vu 2-3 fois. C'est une comédie d'action qui est hyper efficace. Les dialogues sont vraiment hyper drôles. Et puis, les actrices s'amusent. Donc ça, franchement, pour le coup, ça fait plaisir à voir. Et puis, il y a une vraie enquête à suivre jusqu'à la fin. Et du coup, j'ai choisi ce film déjà parce que je l'aime bien forcément, mais aussi parce que ça nous permet de parler un petit peu de la place des femmes dans ce genre du buddy movie, parce que honnêtement, mis à part celui-là, il y en a pas 35. Je pensais à Thelma et Louise, qui est un film, je pense, qui est aux limites du genre buddy movie parce que c'est pas des flics mais ça devient des hors-la-loi. Donc il y a aussi une enquête policière, etc. Mais du coup, elles sont de l'autre côté de la barrière de la loi. Mais sinon, c'est un genre qui est quand même extrêmement masculin et ce, depuis ses débuts, comme l'expliquait David, que ce soit si on remonte jusqu'à Laurel et Hardy ou alors à des films clés sur la définition du genre moderne comme 48 heures. Et du coup, c'est pas si étonnant qu'on ait peu de femmes dans ce genre-là. Déjà parce qu'au cinéma, elles sont moins présentes que les hommes, puis alors quand on est dans le film d'action, on tombe en dessous de la barre des 10% en termes de personnages principaux féminins. Et puis, je pense que ça vient aussi forcément de la construction du genre du buddy movie et qui se passe dans le milieu de la police qui est relativement masculin. À chaque fois, c'est des amitiés qui reposent sur des codes masculins, sur la violence, généralement la consommation d'alcool, parfois de drogue, sur une drague parce que on a souvent des personnages féminins en arrière-plan, mais qui sont quand même là pour justifier que les 2 mecs qu'on voit à l'écran ne sont pas en couple et restent quand même très virils. Donc il faut forcément qu'ils chopent une nana au passage. Par exemple, même dans 21 Jump Street qui se moque de ces codes-là, on a quand même au moins un des 2 protagonistes qui finit par pécho une nana. Parce que il faut quand même montrer qu'on a un minimum dans la virilité. Et puis, même aujourd'hui d'ailleurs, on a ce que j'ai appelé des buddy movies plus, type Expendables, on a toujours plus de mecs à l'écran, alors qu'on retrouve très peu de films féminins de ce type-là, malgré quelques incursions type Ocean's 8 ou le récent remake de Ghostbusters. Mais du coup, voilà pourquoi aujourd'hui on a, je pense, très peu de femmes dans ce genre du buddy movie, et c'est aussi lié au fait que Hollywood historiquement a beaucoup de mal à représenter l'amitié au féminin. Il y a eu, je me suis repenchée sur mes sources académiques que j'avais étudiées pour écrire mon mémoire justement sur les personnages féminins à Hollywood, et il y a plusieurs études qui montrent que dans les films hollywoodiens en général, les femmes sont montrées plutôt en compétition en fait les unes envers les autres, assez agressives, et que du coup on montre très peu en fait d'amitié féminine forte à l'écran.
Et les quelques fois où c'est fait, typiquement dans Thelma et Louise, ça finit mal. Donc c'est pas forcément de bon augure. Et du coup, en ça, Les Flingueuses, qui pourrait paraître être un énième film d'action un peu débile, en fait, c'est un film qui est assez rare, mine de rien, parce que il dépeint une amitié entre des nanas. Alors, comme dans tout buddy movies qui se respecte, au début, c'est vraiment pas gagné. Et puis, au final, elles vont finir par se découvrir, se connaître, et puis s'apprécier malgré leurs défauts respectifs. Donc voilà, en ça, c'est un film assez intéressant à voir. Si vous l'avez pas vu, franchement, c'est délire. Vous prenez un peu de popcorn et ça occupe un dimanche soir un peu plus vieux. Ah, moi, j'adore Melissa McCarthy. Ouais, elle est très très forte. Ah, elle me fait mourir de rire. Ce film, je l'ai vu quasiment au hasard. Je l'avais pas vu en salle à l'époque. Je l'ai vu à un moment où il est passé à la télé et je suis tombé sur le début et je suis resté devant et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je trouve déjà que Paul Feig a une mauvaise réputation injustifiée de je sais pas quoi. J'ai l'impression que les gens trouvent ses films mauvais. Je sais pas trop pourquoi. Bridesmaid, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, je fais partie des gens qui ont aimé le Ghostbusters 2016, par exemple, tu vois. Mais moi aussi. J'ai aimé Ocean's 8 aussi. Mais on en parlait avec David le jour quand on réfléchissait au programme. Et quand il m'a parlé de buddy movie féminin, j'avais du coup The 8 en tête. Et j'avais The Spy Who Dumped Me qui est sorti l'année dernière et que j'ai toujours pas vu. En 2018 avec Kate McKinnon de SNL et Mila Kunis. Et une des choses pour moi qui est assez flagrante, en fait, c'est déjà l'accueil du public sur ne serait-ce que l'annonce des films où on va te dire c'est Ghostbusters au féminin, c'est Ocean's 11 au féminin. Des trucs comme ça, tu vois. Déjà, tu pars mal quand tu te bases sur quelque chose d'autre en disant avec des meufs. Et moi, je me souviens que le truc qui m'a le plus tué sur Ghostbusters, c'est le jour où à un moment la bande-annonce a dû passer à la télé quand j'étais dans ma famille ou autre, et ma sœur a sorti C'est nul, c'est avec des filles. Ma sœur, tu vois. Et j'ai même pas su quoi dire, quoi, en fait. J'étais un peu abasourdi. Mais j'ai l'impression que le fait que ça soit un film avec des femmes devient péjoratif par défaut. Et je me souviens que The Hit, il n'y avait pas eu cette polémique, enfin je m'en souviens pas en tout cas, mais par contre je me souviens qu'il y a eu une polémique, ne serait-ce que sur l'affiche, où ils ont transformé Melissa McCarthy au point qu'on reconnaissait plus Melissa McCarthy. C'est-à-dire qu'ils l'ont affiné à mort, et son visage était complètement lissé et tout, c'était n'importe quoi. Là où justement le film en plus joue de son physique, et du coup ça donnait une production à l'opposé de ce qu'était le propos, quoi. Et je sais pas, on a un peu de mal à avancer là-dessus. Et là le film a cette qualité justement de ne pas du tout sexualiser ses héroïnes, alors que c'est pourtant une pratique assez courante dans les films d'action, d'avoir cette nana mince, blonde, hyper bien foutue, qui va péter des gueules, mais on va quand même avoir des plans qui mettent en valeur son corps et sa sexualité, alors que là c'est pas du tout le cas et c'est hyper rafraîchissant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouvait aussi dans Ghostbusters, que j'ai beaucoup aimé en fait. C'est que c'est pas du tout le physique au sens la beauté classique des héroïnes qui est mise en avant, et au contraire c'est détourné avec Chris Hemsworth d'ailleurs, du coup. Oui, voilà, exactement. Ça joue de ces codes-là, et du coup ça peut paraître bête, mais en fait c'est honnêtement, c'est subversif pour le Hollywood d'aujourd'hui, quoi. Pourtant, il y a une scène où elles sont dans la scène de la boîte de nuit où ils sexualisent Sandra Bullock. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est toujours en tailleur, hyper coincé. Enfin, coincé, entre guillemets. Elle est coincée comme personnage. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se moque beaucoup d'elle. C'est quelqu'un qui est beaucoup psychorigide. Elle a zéro ami, zéro attache, quoi. Ça fait partie d'un moment où je me souviens, elle déménage, elle a rien à déménager, tu vois. Elle a 4 cartons. Mais justement, je trouve que le film, au départ, s'en moque en mode ça sert à rabaisser le personnage, et au final, c'est ce qui va déclencher une forme d'empathie, en fait, à la fois chez le personnage de Melissa McCarthy et à la fois chez le spectateur. Et justement, cette scène de la boîte de nuit, en fait, ça
ça déconstruit un peu ce truc de l'espionne hyper sexy parce que c'est pas inné, parce qu'elle passe un quart d'heure à s'engueuler dans les chiottes de la boîte de nuit parce qu'elle a pas envie de le faire et que dès qu'elle en a l'occasion, elle se rhabille, quoi. C'est le personnage de Melissa McCarthy qui fait son costume, c'est ça? Enfin, qui déchire ses... Si, c'est ça, ouais. Elle déchire ses vêtements et elle lui trouve une gaine, d'ailleurs, une culotte gainante pour que tout soit reste en place. Mais c'est en ça où le film est intelligent, c'est que moi, quand je l'ai vu pour préparer le podcast, que je l'avais pas encore vu. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, je me suis dit, tiens, le film, ça aurait pu être très bien des garçons comme des filles qui jouent les rôles, ça changeait rien. Et au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte que non, il y a ils acceptent et tu vois que c'est des filles. C'est-à-dire qu'elles ont des considérations de filles, s'il y a des considérations de filles, mais ce que je veux dire, elles parlent du rapport à leur corps, du rapport, comme tu disais tout à l'heure, du rapport à la hiérarchie, où elles sont... quoique Melissa McCarthy n'hésite pas à chercher les couilles de son chef de bureau. Donc, mais c'est assez génial de ce côté-là où tu te dis, ouais, c'est des filles et ça marche excessivement bien parce que c'est des filles. Et comme quoi, la valeur du masculin qui serait une espèce de valeur universelle du neutre dans un récit, et c'est pour ça sans doute que ta sœur a été choquée, Manu, par le fait que ce soit des filles, c'est parce que le masculin est souvent considéré comme une espèce de valeur universelle, donc c'est facile quelque part de se transposer dans un personnage masculin. D'ailleurs, c'est pour ça que Marvel, et là je ne vais pas non plus empiéter sur le prochain podcast sur les personnages féminins, mais c'est pour ça que Marvel a eu du mal aussi à faire Marvel Ciné, à faire des films avec des personnages féminins majeurs qui portent les films. Ouais, mais on peut aussi imaginer que les gens qui critiquent les films comme Ocean's 12 et Ghostbusters, Ocean's 8. Voilà, même si on peut critiquer Ocean's 12. Mais les gens sont déçus de voir que les studios hollywoodiens sont pas capables de proposer des nouvelles histoires, des scénarios originaux exclusivement créés pour un cast féminin aussi, qu'ils se sentent capables de surfer sur une vague d'une franchise qui a déjà du succès pour pouvoir juste tout changer et juste changer les acteurs masculins pour des actrices. Moi, en tout cas, c'est ce qui me déplaît dans l'idée de ces films. Après j'ai quand même regardé Ghostbusters, j'ai beaucoup apprécié, surtout qu'il y a énormément de cast de SNL d'une époque de SNL que j'adorais, dont je suis extrêmement fan, et je trouve que ça fonctionnait extrêmement bien. Mais il a fallu que je fasse abstraction de mon idée et de mes souvenirs perso que j'avais de Ghostbusters. J'ai essayé de le prendre comme un film complètement à part qui avait rien à voir avec le monde de Ghostbusters. Et je l'ai apprécié énormément. J'ai adoré ce film. Je suis juste déçu que les studios soient aussi frileux à l'idée d'offrir quelque chose de complètement original pour un cast complètement féminin. Et t'as vu alors là, j'ai deux choses à dire. On a tous quelque chose à dire. Je vais commencer. Donc, le truc, c'est que donc les flingueuses, déjà, ne rentrent pas dans ce cadre-là. Même si ça reprend les codes du body movie 21 Jump Street, on l'accuse pas d'une féminisation, d'être... Ah non, mais je parlais pas de The Heat, je parlais pas des flingueuses. Ouais, alors je vais revenir. Non, c'est pour ça, déjà j'écarte The Heat. Ensuite, la féminisation, ça existe dans les comics depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que les Batgirls, les Batwoman, les Superwoman, il y a toujours eu une féminisation des personnages, et ça n'a pas empêché d'avoir des excellentes histoires à raconter avec ces personnages-là. Et la Batwoman, c'est pas du tout le Batman. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une entité particulière. Limite, elle partage le même branding, mais c'est la même chose. Ouais. Quant à savoir sur le fait que le cinéma féminise et qu'on lui reproche ça, le cinéma d'aujourd'hui
ne fait que ressucer les mêmes recettes et les mêmes licences. Là, ils vont nous reproposer un Ghostbuster. On nous repropose un Men in Black. On nous repropose des trucs. Donc, le cinéma hollywoodien aujourd'hui ne crée assez peu de nouvelles licences. Donc, qui mettent des personnages féminins ou qui mettent des personnages masculins, c'est pas ça le drame. C'est le fait que il s'assoit, l'industrie hollywoodienne s'assoit sur des licences qui sont datées, qui sont du passé. Oui, mais le drame pour moi, il est là où le public réagit bien mieux à l'annonce d'un Ghostbusters 3 qui vient quasiment trahir la volonté des créateurs originaux par rapport à un Ghostbusters 2016 qui finalement faisait son truc de son côté et n'essayait pas de trahir quoi que ce soit, tu vois. Et pourtant, le public accueille bien mieux une suite illégitime qu'une sorte de remake, tu vois. Pour moi, le public a un gros problème là-dessus. Et je voulais te demander tout à l'heure, Steven, si tu avais vu Ocean's 8. Parce que Ocean's 8, pour moi, a le mérite d'assumer sa filiation tout en créant quelque chose de proprement féminin dans l'intrigue des personnages, tu vois. Moi, je suis pas super fan de la franchise, donc ça a vraiment rien à voir avec le fait qu'ils ont choisi un cast différent. Mais c'est pareil, j'ai pas vu les Flingueuses. Je suis un méga fan de Melissa McCarthy, mais je suis pas un super fan de Sandra Bullock. Donc, honnêtement, elle est hyper forte dans le film. Franchement, genre on la laisse un peu déployer son aspect comique et pour le coup, c'est assez réussi. Ouais, bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais été intéressé d'aller voir Miss Detective, mais The Hit, j'ai vachement apprécié, quoi. Ouais. Mais je vais aller le voir après l'introduction de Constance, ça m'a donné envie de lui donner. On a cette semaine la bande-annonce de The Hustle qui est sortie, qui est un film qui va être une sorte de buddy movie avec Anne Hathaway et Rebel Wilson, et ça a l'air plutôt mortel. Moi, ça m'a bien tenté, notamment parce que Rebel Wilson est totalement dans son rôle de Rebel Wilson, mais Anne Hathaway, je la trouve incroyable et je sens que c'est encore un rôle qu'il faut faire, quoi. Dans Ocean's 8, elle était forte. parfaite. Hein. Ouais. Donc voilà, tu voulais intervenir sur quelque chose encore, Constance ? Non, je vais peut-être pas relancer le débat parce qu'on s'éloigne un petit peu du genre des buddy movies. Si, c'est marrant. Non, mais c'était sur le côté sur la féminisation des licences. Dans le sens où effectivement c'est dommage qu'on doive se raccrocher à des trucs qui ont déjà hyper bien marché pour réussir à caser des personnages féminins, et en même temps j'ai envie de dire c'est mieux que rien. Et il y a aussi un côté un peu c'est cool parce que quand tu t'as vu Ocean's 11, 12, 13, tu dis ça donnerait quoi avec des nanas badass qui sont en super robe de soirée au lieu d'être en costard au casino, quoi. Et que quand tu le vois sur grand écran, c'est quand même hyper cool, même si c'est 10 ans après la sortie du premier Ocean's 11. Et que il y a un côté genre je pense que pour pas mal de mecs, c'est un peu c'est une redite, c'est un énième truc, ça défigure ce que je connaissais, etc. Mais quand t'es une nana, en fait, c'est un truc que t'as jamais vu à l'écran, d'avoir un groupe de une dizaine de braqueuses qui montent un coup et qui réussissent, et que c'est que des grandes stars du cinéma que tu connais, quoi. Ouais. Et c'est un peu la même chose avec les Flingueuses, en fait. Enfin, c'est un film, si t'avais 2 mecs à la place, tu l'aurais déjà vu 100 fois. Et en fait, rien qu'en mettant des nanas et en abordant des sujets un peu différents et en les laissant exprimer une certaine part de féminité sans rabaisser cette féminité-là, eh bien, c'est hyper novateur et c'est hyper cool en fait de te voir représenter à l'écran et d'avoir des personnages qui te parlent d'une manière ou d'une autre, quoi. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, c'est-à-dire que ce soit des filles ou non, ça reste un bon film, un bon buddy movie. C'est-à-dire que celui qui aime le genre ne sera pas choqué par... ça reste un excellent film. Bien sûr, si t'es fan de Hot Fuzz, les Flingueuses, ça va te faire ultra marrer, quoi.
Puis encore une fois, je me répète énormément, mais j'adore Melissa McCarthy. je sais que je peux pas être complètement déçu, mais c'est en plus, elle est géniale dans le film. C'est sur ma liste. Mais tout ce qu'elle touche, elle est géniale. Elle est à l'ouest. Non, mais là, elle est carrément excellente. Je vais dire, pour moi, la conclusion, je l'ai eue avec l'univers des comics, où quand on avait une Thor, quand Jane Foster est devenue Thor, on nous a dit vous pouvez pas créer des personnages inédits plutôt que de transformer les personnages qui existent déjà. Et après tu crées des personnages inédits. On dit ouais, en fait vous poussez votre agenda féministe, vous poussez votre agenda LGBT, vous poussez votre agenda des minorités. En fait t'es juste un connard, t'as juste envie de lire ton Captain America original et ton Thor original quoi. Écoute, lis ça si tu veux, et puis nous on regardera nos films, on lira nos trucs, et puis voilà quoi. Mais d'ailleurs, du coup, est-ce que vous en avez en tête d'autres films où c'est un duo de nanas? Non, moi je t'ai dit, les j'en ai plein, moi. On les a cités, quoi. J'en ai plein. Il y a Hot Pursuit en 2015 avec Sofia Vergara et Reese Witherspoon. Ouais, non, mais est-ce que c'est bien? Hein? Non, parce que... des biens. Alors, ça sert pas de name dropper, tu vois. Le truc, 1900... c'est que les flingueuses... 1985, un film hongkongais, Yes Madame, produit par Sammo Hung, le flic de Shanghai, avec Michelle Yeoh. Non, mais Michelle Yeoh, elle est fantastique. Voilà, mais ça existe. Elle était fantastique. Non, mais... T'as Bandidas en 2006 avec Salma Hayek et Penelope Cruz, qui était pas mal. C'était une autre Zumba. C'était pas mal. Mais après, c'est vrai que la plupart des buddy cop movies féminins, s'ils existent, ont tendance à hyper sexualiser leurs actrices. Je pense à Charlie's Angels. Ouais, mais du coup, elles étaient, c'est un peu différent, genre elles sont. Mais pas le duo de. Mais c'était des badass, hein. Elles sont quand même elles sont en talons, elles ont un petit côté fashionista. Ouais, c'est trois nanas qui sont hyper belles selon les canons hollywoodiens. C'est ce qu'on peut déplorer. Mais ces films existent, mais plus dans le réel, plus dans, en tout cas moins hyper sexualisé. C'est vrai qu'il y en a pas énormément, non. Mais même en couple mixte, un garçon ou une fille, il y en a assez peu. Ouais, c'est clair. Parce que y a Au revoir à jamais, qui est génial, qui a bidé, et pourtant, il est juste génial. Ah ouais, t'as bien aimé? Moi, j'avais bien aimé. Ça faisait partie de mes chaînes black préférées, et quand je l'ai revu donc pour le podcast sur chaîne black, que je vous invite à réécouter, c'est vrai que j'avais trouvé que la réalisation en faisait un peu trop. Mais j'adore le duo Samuel L. Jackson et Gina Davis. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'une interview, on a posé la question à Samuel L. Jackson de savoir quels étaient ses rôles qu'il avait adorés. Et le premier qu'il a dit, c'est celui de Au revoir à jamais. Et il a été très longtemps attaché à faire une suite à Au revoir à jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux créer... là, ils ont créé un couple dans le sens un duo de personnages qui n'est pas rattaché par des sentiments. Et tu peux aussi, et c'est aussi ça le drame souvent, c'est que il faut toujours que tu aies une espèce de love story à l'intérieur de ce récit, et je pense que c'est aussi ce qui nuit au renouvellement du Bunny Movies. C'est voir les 10 000 séries télé de couples d'enquêteurs hommes-femmes qui finissent toujours ensemble pour une raison quelconque. Sinon un buddy movie couple mix, il y a Zootopia. Oui. Ouais. Et je pensais à Wreck-It Ralph aussi. Ouais. Yes. J'ai toujours pas vu ce film, moi. Lequel? Zootopia? Non, Wreck-It Ralph. Ah. Non, Zootopia, c'est mortel. Je l'ai vu direct. Franchement, alors j'ai pas vu le 2 encore, mais le premier était pas trop mal. Ok. Ouais, le premier était sympa. J'avais posé une question, je l'avais viré, mais est-ce que le Buddy Movies, c'est pas une rom-com asexuelle?
Ah si, un peu, ouais. C'est ce qu'ils appellent ici a bromance. Ouais. Ouais, Complet, ouais, t'as pas la même construction non plus, parce que la rom-com a ce côté inévitable à un moment, les deux se séparent, ils doivent se retrouver à la fin, tu vois. T'as quand même le côté love at first sight, alors que buddy movie, c'est plus... ouais, c'est sur la construction at first sight. Ouais, c'est Ouais, hate ça, at first sight, et après ils apprennent à se respecter, si ce n'est à s'adorer. Oh. Ouais. Bon, allez, on va faire la dernière partie. On va donner notre top 5 chacun. Qui veut commencer ? Constance ? Si vous voulez. Alors, moi, je ne les ai pas classés, parce que je trouve ça hyper dur de classer les films. Alors, c'est en vrac. Du coup, il y a Les Flingueuses dedans, forcément. Il y a 21 et 22 Jump Street, parce que j'aime beaucoup ces deux films, malgré certains problèmes qu'ils peuvent avoir, mais voilà, je trouve quand même très drôle. Je suis une grande fan aussi de The Other Guys, Very Bad Cops en français, n'est-ce pas? qui est aussi hyper drôle. Et puis après, je voulais citer, alors je sais pas si c'est vraiment un buddy movie, mais le Dredd de 2012. Je suis pas sûr que c'est un buddy movie, mais bon choix. Parce que on rigole pas des masses, mais mais c'est quand même deux flics. Ouais. C'est un duo de flics. Et puis il y a une petite mésentente au début, et puis ils finissent par se respecter par la fin. Donc ouais, ça pourrait. Si ça rigolait un petit peu plus, ça pourrait tomber là-dedans carrément. Ouais, c'est pas l'ambiance du film non plus. Non. Peut-être tant mieux que ça rigole pas, j'ai envie de dire, pour le film. Et un dernier que je voulais citer, qui est La Tour Montparnasse Infernale. Est-ce que c'est un buddy movie ou pas? Je pense que oui. Ouais, je crois. Ouais. Voilà. Et c'est mon top 5 perso. Ok, Manu? Ça va être dur d'en citer 5, enfin que 5. J'ai pas d'ordre. Je pense que je mets très haut The Nice Guys. Ouais. L'arme fatale, je saurais pas dire lequel, tu vois. Je pense que j'ai entre le 1 et le 2, je sais pas auquel va ma préférence. J'adore les deux. Les 21 Jump Street, Hot Fuzz parce que c'est un classique, et The Other Guys. Et alors, on en a parlé l'autre jour ensemble, David. On peut le considérer comme un buddy movie, et t'en as parlé au tout début de Die Hard 3. Même si Die Hard 3 a pour moi le gros problème ça reste le John McClane show, et c'est principalement ça, quoi. Le personnage de Samuel Jackson est exceptionnel, mais reste quand même vachement en retrait par rapport à l'aura de John McClane dans l'histoire. Mais disons qu'ils prendront effectivement un peu moins part à l'intrigue, c'est-à-dire au déroulement de l'intrigue et à la résolution de l'intrigue. C'est-à-dire qu'il est là un peu en spectateur malgré lui. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt du film. Steven, à toi? Ouais, c'est chaud d'en choisir que 5. Mais bon, il y aurait forcément Hot Fuzz, The Other Guys dont j'ai parlé la dernière fois. Oh là là, je regarde ma liste et j'essaie d'en choisir que 3 autres là, mais c'est chaud. Keanu de Key and Peele. Le Dernier Samaritain peut-être, si on cherche des classiques, dont que j'ai pas revu récemment, mais il est dans mes souvenirs. Ça vieillit. Ouais. C'est pas ça. Bon alors je vais choisir Bad Boys à la place, et ça c'est pire. Le 1 ou le 2? Non, c'est génial. Ah non, attends. Le 1 ou le 2, parce que c'est sans te dire que entre le 1 et le 2, c'est pas la même ambiance du tout en plus. Non, c'est clair. C'est Michael Bay en plus, non, qui a fait le deuxième. Ouais, c'est ça, c'est Michael Bay. Et il a tout explosé le premier. Maintenant, on pense plus qu'au deuxième quand on pense à Bad Boys, alors que le premier, il tenait sur ses pattes. Mais ouais, il m'en reste combien là? Zootopia. Mais il y en a gavé. Il y a Men in Black, il y a Chips de Dax Shepard qui surfe sur la vague 21 Jump Streets. 21, les deux. Donc voilà. Je l'ai pas vu ce film, tiens, c'est vrai. Il est complètement marrant, sorti de la tête. Ouais. Ok. Ouais, je vais faire mon top 5. Moi, ça sera Time and Tide, parce que je suis un sale forceur. Et que ce film
ce film est un chef-d'œuvre. Donc il y a L'Arme Fatale, il y a Die Hard 3, donc il y a The Nice Guys, donc Kiss Kiss Bang Bang aussi. Avec du Shane Black. Ouais, quasiment, ouais. J'aurais pu aussi citer Butch Cassidy et le Kid, que j'adore, c'est un film que j'adore. Mais drôle. Django Unchained. Ah, moi, moi je fais pas forcément que des drôles. Hein. Ouais, donc Django Unchained, donc The Utopie, les Blues Brothers. Ouais, donc t'as pété à la limite de 5, toi. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Et puis, c'est mon podcast que je fais ce que je veux. Et puis il a pété les codes du Buddy Cop Movie qu'on s'est pris la tête à définir depuis le début aussi. Il fait ce qu'il veut, c'est clair, c'est son podcast. C'est son podcast. T'es le boss, vas-y, continue. Ouais, c'est bon, c'est tout ce que j'ai mis. C'est déjà pas mal. Je voulais mettre Miami Vice aussi, et j'ai failli mettre Tango et Cash, puis je l'ai revu hier soir, et puis je me suis rendu compte que non, c'est trop nul. Mais si on casse les codes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le Collatéral de Michael Mann, pour moi, c'est un ultra classique. Hein. Voilà, là, c'est clairement casser les codes du buddy movie, mais ultra classique. Quand même. Et je l'avais vu dans une liste de buddy movie, et je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment un buddy movie, parce que c'est choquant. Il y a effectivement 2 personnages, mais l'interaction, elle est tellement délétère que c'est compliqué de voir ça comme un buddy. Ils sont loin d'être buddy du début à la fin. Hein. Ah ouais. Non, c'est compliqué, mais très bien fait. Pitch Perfect, ce serait un buddy movie ou pas? Bah, elles sont plus de 2. Ça danse beaucoup, j'aime bien. Le premier est très bien. Allez, on va s'arrêter là. Donc déjà, je vous remercie d'avoir participé avec moi à ce podcast. Et on va faire un petit tour des actus. Manu, tu veux nous parler de ton podcast que tu viens de lancer? Ouais, alors ça s'appelle Le Coin Pop. C'est un peu grâce à toi, entre autres, à toi Thibaut et compagnie, tous ceux qui m'ont fait parler dans un micro depuis que j'ai arrêté mon passage chez Arts et qui m'ont redonné envie de parler dans un micro. J'ai lancé du coup un podcast dans lequel je parle de ce que je lis, de ce que je regarde régulièrement, donc séries, comics, films, manga éventuellement, même si j'en lis beaucoup moins que de comics. Et alors j'ai pas de rythme spécifique, je pense qu'il y aura 2-3 épisodes par mois. C'est découpé en sections thématiques, justement, une sur les séries, une sur les comics. Donc vous pouvez écouter que ce que vous voulez. Et voilà, je donne mon avis, mon ressenti. J'essaye de faire découvrir des choses et un peu de coller à l'actualité au maximum, parce que ça peut être un peu compliqué entre la VO et la VF, donc j'essaye d'en donner un peu pour tout le monde. Mais voilà. Et pour l'instant, le premier épisode, je l'ai fait tout seul. Le second épisode, j'ai enregistré une première partie hier sur les films dans laquelle vous retrouverez Jay, que vous pouviez connaître de Arts. Et voilà, si de temps en temps il y a des gens qui veulent participer, parler d'un truc spécifiquement et en discuter avec moi, je suis ouvert à toutes les demandes. Voilà. Ok. Alors vu que j'ai un membre imminent de l'Outrider, même si c'est pas le capitaine, Constance, qu'est-ce qui se passe dans l'Outrider? Alors dans l'Outrider, eh bien, vu que c'était la Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps, on a un épisode sur les couples dans Star Wars. Donc voilà, c'est déjà sorti, vous pouvez aller écouter ça si vous avez envie d'entendre parler d'amour ou pas, d'ailleurs, justement, on en débat. Ok, dans le domaine du cosplay? Dans le domaine du cosplay, eh bien, il devrait y avoir des photos très bientôt qui vont sortir donc sur Phobos Cosplay, puisque j'ai eu la chance d'aller faire un shooting dans la neige par moins 5 degrés le week-end dernier. Ouh, la chance Effectivement. Donc j'ai eu bien froid, mais il y a quand même quelques photos assez sympas. Donc voilà, ça ne va pas tarder à sortir sur les réseaux. Ok. Et Steven, ça va, tes courses? T'as fait ta liste? Ouais, ma liste... non, putain, faut que je la fasse. Mais sinon, dans les infos, dans les infos de la région, il y a Amazon qui devait ouvrir un headquarters dans mon quartier et ils vont pas le faire. C'est dans ton quartier? Yeah. Ouais. Et ils ont carrément annulé ce headquarters, non? Ils ont annulé. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Est-ce un bien pour le monde? Est-ce un mal pour le monde? Je pense que c'est un bien. Bah, c'est mieux pour le reste des États-Unis. Hein. Ouais.
Alors moi cette fois-ci je vais pas teaser le prochain épisode pour éviter de dire n'importe quoi et de faire autre chose au moment où je vais l'enregistrer. Bon, même si là c'est quand même en bonne voie, j'ai déjà une invitée qui m'a répondu positivement pour le prochain podcast, donc il me tarde déjà de l'enregistrer. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode dont je ne dirai rien. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Pourquoi des bonnes fêtes? C'est les vacances chez nous. Ça c'est le truc que j'ai copié-collé le texte. Cette honte. Je suis le roi du montage. On se retrouve très bientôt. À plus. Allez, au revoir. Salut. Ciao.